Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infos tech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 18 qui va du 28 avril au 30 avril parce que ma semaine ne fait que 3 jours, je serai en week-end. Donc j'enregistre cet épisode un petit peu en avance par rapport à d'habitude. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quand même du contenu. Notamment, cette semaine, j'ai vu une vidéo qui s'appelle Feynman Favorite Problems. Donc c'est une vidéo vraiment très sympa sur les problèmes favoris de Feynman, donc les 12 problèmes qu'on doit garder en tête pour s'en servir comme filtre pour tout ce qui nous arrive, etc. Je suis pas encore arrivé à la partie où il utilise NotebookLM, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, les problèmes de Feynman, alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est transformer un peu l'intuition en un processus plus conscient. L'idée, c'est vraiment de garder en tête 12 problèmes favoris dans sa vie, qui sont des questions ouvertes et qui doivent permettre de s'appliquer à plusieurs disciplines ou plusieurs champs de compétences et de connaissances. Et chaque nouvelle idée doit être passée dans le filtre des problèmes favoris pour permettre l'organisation et la création en fait derrière. En fait, ça veut dire que si quelque chose résonne en vous et que vous voulez le prendre en note, c'est qu'il y a forcément une raison. Donc il faut voir en fait à travers ces 12 problèmes auxquels ils peuvent être rattachés. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est vraiment dans l'organisation du PKM, donc du Personal Knowledge Management, dans la gestion de connaissances personnelles. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, la façon dont il l'explique, et c'est vraiment assez fluide en fait. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner avec le NotebookLM. Alors, la vidéo est un peu longue, elle fait 45 minutes, c'est pour ça que je suis pas encore allé au bout. J'ai vu une autre vidéo en fait qui est sur les élèves du lycée Carnot. J'ai beaucoup aimé la vidéo parce qu'on voit que Linux, c'est pas du tout plus compliqué que Windows. Ça peut être utilisé dans l'éducation. Et en plus, j'ai découvert plein de logiciels open source que je ne connaissais pas, notamment Pyrat, qui est un espèce de petit jeu qui permet d'apprendre à coder en Python que je trouve sympa. Donc voilà. Cette semaine, j'ai commencé la lecture de Concevoir une formation. C'est un livre, je le commence doucement pour essayer de voir comment je pourrais améliorer mes tutoriaux sur Reaper et essayer de voir à passer à la vitesse supérieure quand je me mettrai aux tutoriaux sur Obsidian, parce que c'est vraiment ce que j'ai en tête et j'ai vraiment envie de partager un petit peu tout ce que je fais sur Obsidian, sur ma gestion de connaissances personnelles et sur ma prise de notes, et j'ai envie de faire quelque chose d'un peu carré et structuré, un truc qui soit impactant et qui plaise, donc voilà, je me renseigne un petit peu sur comment faire. J'ai lu un article qui s'appelle l'impression à la précommande, et donc c'est chez Arcane Asylum, donc les éditeurs de jeux de rôle. C'est une idée qui est très bien, c'est l'impression à la demande à partir d'une certaine quantité sur des produits en rupture de stock dans le jeu de rôle. Franchement, il était temps parce qu'il y a beaucoup de livres en fait qui sont disponibles via les Kickstarter. Ensuite, très peu après en boutique, faut aller les chercher et tout de suite les cotes prennent des marges monstrueuses. C'est un peu compliqué. Du coup, sinon, j'ai revu un petit peu les différents articles que j'avais sur la méthode Feynman, la méthode de la feuille blanche, etc. Donc j'ai revu un petit peu mes notes et je vous les partagerai sur mon jardin numérique puisque je mets de plus en plus de choses sur mon jardin numérique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais ça simplifie, ça devient de plus en plus conséquent, de plus en plus touffu. Peut-être qu'il va falloir que je passe un coup de sécateur quand même, mais on verra. J'ai lu un article qui s'appelle Selling on Miskatonic Repository. Donc ça, c'est un article intéressant en fait. C'est sur la vente d'un scénario Cthulhu sur la plateforme DriveThru dans ce qu'on appelle le Miskatonic Repository. Donc c'est un repository qui permet en fait aux fans de l'appel de Cthulhu de faire des scénarios fan-made et de les vendre sous couvert de Chaosium. Alors les grandes idées derrière, c'est en fait que il y a une majorité des ventes qui sont réalisées grâce à des réductions. Donc 73% je crois. Donc c'est quand même assez impressionnant. L'auteur pense que la qualité de la couverture qui est réalisée par un dessinateur professionnel a été un facteur majeur du succès. Les investissements qu'il a fait autour de l'art, de la voix off, de la bande-annonce, de la publicité, en fait, ça s'est avéré très peu efficace. Il pense aussi qu'il aurait peut-être dû faire appel à un éditeur professionnel pour avoir une maquette plus claire. Et après, il y a une redevance de 50% à la plateforme sur l'achat d'un scénario. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont sympathiques à voir. Il donne aussi pas mal de pistes en fait sur la façon d'écrire et quelques articles pour écrire vous-même vos propres scénarios et les mettre en vente sur le Miskatonic Repository si ça vous intéresse. J'ai continué à lire Sortez vos données du frigo, donc là, j'ai repris la lecture de ce livre, je l'avais mis un peu de côté, je le trouve toujours très sympa et très actuel pour un livre écrit il y a 5 ans puisque je retrouve des cas d'usage que j'ai actuellement dans mon entreprise, donc je trouve ça quand même super impressionnant. J'ai lu aussi SBS Question About Portfolio, donc c'est sur le Johnny Decimal System. Alors dans cet article-là, c'est pas l'article en fait qui m'a intéressé où on traite de la manière d'organiser et de stocker des fichiers relatifs à un portfolio en utilisant le système Small Business System de Johnny Decimal. En fait déjà là j'ai appris qu'il y avait effectivement 2 systèmes Johnny Decimal, le Small Business System SBS et le Life Admin System LAS, mais surtout en fait je me suis rendu compte que dans le plan du Johnny Decimal, et ce que je n'avais pas compris avant en lisant un petit peu cette façon d'organiser ses notes, c'est qu'il y a ce qu'il appelle le Johnny Decimal Index, JDEX, oui voilà,
Johnny Decimal, donc JDEX. Donc c'est l'identifiant unique. Et en fait, ça doit correspondre à une sorte de norme. C'est un peu comme un plan comptable en fait. C'est-à-dire que chaque grande catégorie a un numéro précis. Ensuite, ça redécoule, etc. Et en fait, il a prévu et partagé en fait toute une série d'index. Et typiquement, quand on lui demande voilà comment on gérait un portfolio, etc., faudrait créer une catégorie showreel dans portfolio, donc je vous conseille l'identifiant 3111, etc. En fait, il y a déjà toute une série d'identifiants qui sont presque tous présents, quoi, et on pourrait, j'imagine, partager des notes d'un système JDEX à un autre en gardant les numéros, et on pourrait avoir une cohérence dans le contenu. Et un autre point aussi que j'ai trouvé intéressant dans l'article, c'est qu'il met en avant le fait de travailler sur des données dans son système et non pas un système externe. Et notamment, il y a des exemples autour de Shopify, etc. Et travailler en fait sa relation client dans Shopify n'est pas forcément une bonne idée. Mais récupérer les infos et les travailler chez vous est une meilleure idée parce que vous avez plus la maîtrise dessus et ce sont des informations qui vous appartiennent et que vous allez pouvoir transformer comme vous le voulez, contrairement à ce qui se trouve dans un système externe là où vous n'avez pas beaucoup de contrôle. Et donc ça, c'est important parce qu'on retrouve ça dans beaucoup de pans de la donnée, en fait, de pans de la data. J'ai lu aussi un article de Modern Data 101, donc c'est Data Product Owner, Why Every Organization Needs One. Alors, l'article est pas super pertinent, j'ai trouvé. En fait, on parle du Data Product Owner. Déjà, il utilise l'acronyme de DPO, moi, ce qui me pose un problème, puisque DPO, c'est Data Protection Officer. Donc, déjà, je suis pas très d'accord avec ça. Mais surtout, en fait, on s'aperçoit que le Data Product Owner, c'est juste un Product Owner assez classique, donc un Product Manager, qui va partager donc la responsabilité de la vision, de la stratégie, de l'exécution du produit. C'est juste qu'on va appliquer ça à un produit qu'on va appeler un data product, en fait un produit de données. Ce qui va être intéressant par contre, c'est qu'on va retrouver les définitions de data product, donc une combinaison intégrée autonome de données, de métadonnées, donc de données qui décrivent la donnée, et de sémantique et de modèles qui vont inclure aussi l'accès, une logique derrière qui va être certifiée pour des scénarios d'analyse, etc. En gros, si vous avez un data product d'une fiche client à destination on va dire du CRM, toutes les informations qui vont avoir besoin d'informations CRM sur une fiche client vont devoir passer par ce data product. En gros, c'est ça. On va essayer d'harmoniser et de rationaliser en fait comment est structurée la donnée et comment est structuré le produit de données. Si un client s'est défini comme ça dans le cadre du CRM, alors quand on va avoir besoin de contacter un client, de faire des analyses d'achat, etc., on utilisera le domaine CRM avec le data product client. Mais on va retrouver aussi les différents grands piliers et les éléments des produits de données. On va retrouver donc toute une série de bonnes règles à respecter, ce qui est plutôt intéressant. Sinon, cette semaine, j'ai écouté Thé Café pour changer et l'interview en fait de Florie Vin. J'ai beaucoup aimé cette interview avec Florie parce que en même temps, on parle d'organisation, de slow life, on fait des citations de Cal Newport, de slow productivity. Donc ça pouvait vraiment que me plaire. J'aime bien la façon dont elle voit les choses et du coup, ça m'a inspiré et je vous ai fait un petit article sur le jardin numérique qui s'appelle Slow Life, comment ralentir. Donc je vous en parle tout de suite après. J'ai aussi écouté Data Nomad, le parcours de Bleph. J'ai trouvé cette interview aussi très sympa. C'est des bons conseils et je trouve que on a vraiment l'idée du freelancing mis en face de l'entrepreneuriat et de voir les différences entre les deux. Et ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'avoir des différences tant que ça quand on regarde ça de l'extérieur et au final, quand même pas mal. Et sinon, j'ai écouté Tech Café, Apple et Meta à l'amende. Encore et toujours, ça tombe fort sur Apple et sur Meta. Il y a aussi des mauvaises nouvelles pour Intel et une génération Z qui coûte très cher à OpenAI a priori. Donc, je vous laisse découvrir tout ça dans l'épisode. Sinon, du coup, cette semaine, j'ai travaillé sur quoi ? Sur mon article, du coup, Slow Life. Alors, c'est des inspirations, des petites notes, ça sera amené à évoluer, ça sera amené à se compléter. Mais déjà, c'est des choses, en fait, que j'ai ressorties parce que c'est des choses que je fais et je trouve, ça m'a permis et de ralentir et d'avoir plus de temps de qualité pour moi et pour les choses que j'ai envie de faire. Donc déjà, la partie slow gaming, qui est vraiment de jouer en savourant. Le slow gaming, c'est prendre le temps d'apprécier les jeux qu'on fait. Pas besoin de jouer à tous les jeux du moment ou de lire tous les livres du monde, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Il vaut mieux choisir avec précision quelque chose qui vous intéresse, pas se jeter sur les derniers AAA, etc. Donc, en termes de conseils, moi, je vous dirais déjà d'aller regarder dans votre bibliothèque Steam, qui, je suis sûr, accumule énormément d'articles que vous n'avez pas terminés, et regardez les jeux. Et même si vous faites les jeux en mode histoire, en mode facile, etc., allez-y, parce que, en règle générale, quand même, le jeu vidéo, c'est un excellent média d'histoire, et c'est quand même pour ça qu'on
fait la partie. Après, il y a des puzzle games, etc. Mais il y a quand même beaucoup de jeux vidéo où on va s'intéresser à l'histoire. Un autre conseil aussi, c'est de télévorer de manière raisonnable. Alors télévorer, donc c'est regarder des grosses quantités de programmes à la télévision ou sur YouTube. Et donc une chose qui m'a aidé, moi, ça a été de désactiver mon historique YouTube. Fini les recommandations, fini les rabbit holes qui me permettent de durer jusqu'à 3h du matin avec au final des gens qui sont en train, je ne sais pas moi, de réparer une pompe à eau ancienne et tout nettoyer à sableuse parce qu'on a switché de vidéo en vidéo. Voilà, en gros, moi j'ai plus que la liste des chaînes auxquelles je suis abonné et donc ça me propose juste les vidéos. Et franchement, si je ne trouve rien, j'ouvre un bouquin ou je regarde une série que j'avais prévu de regarder. Un autre truc aussi qui m'a beaucoup aidé aussi à ralentir, c'est limiter les réseaux. En fait, j'ai déconnecté tous les réseaux sauf Mastodon. C'est le réseau sur lequel je me sentais le plus à l'aise et donc j'ai continué à garder, mais j'ai dégagé vraiment tous les autres. Je vous dis pas d'arrêter les réseaux, je vous dis pas de pas y aller, surtout si vous en avez besoin sur certains axes professionnels, mais réfléchissez à votre usage des réseaux sociaux. Moi, j'ai fait le choix d'en garder qu'un seul. Vous pouvez faire ce même choix, vous pouvez n'en garder aucun. Vous pouvez en garder plusieurs, vous pouvez essayer de vous focuser sur un et d'avoir les autres en backup au besoin, mais je vous conseille quand même de bien réfléchir à votre usage des réseaux sociaux parce que au final, ça prend énormément de temps et surtout, on est soumis régulièrement à des infos, des dizaines d'infos. En fait, d'après Tiago Forte, donc qui a écrit l'ouvrage Construire un second cerveau, on consomme chaque jour l'équivalent de l'intégralité du contenu de 174 journaux. C'est 5 fois plus qu'en 1986. C'est énorme en fait, 174 journaux. On est sollicité, vous allez écouter dans l'interview avec Florine Vine, c'est qu'on est sollicité plus de 10 000 fois par jour par des notifications, etc., etc. En gros, c'est ça aussi qui nous permet pas de ralentir, c'est qu'on est sur-sollicité tout le temps et les réseaux sociaux en font beaucoup. Et sinon, dernier conseil que j'ai, qui va vous paraître un peu bizarre, mais c'est quand il y a une chose à faire, faut la faire. En fait, on est un peu sur l'idée de getting things done. S'il y a une tâche qui prend moins de 5 minutes, on doit l'effectuer immédiatement. Mais en vérité, s'il y a une chose à faire, notamment je pense à la maison, en termes de corvier, ramasser un truc par terre, faire la vaisselle, le linge, etc. Faites-le directement. En fait, vous allez avoir l'impression de perdre le temps, mais c'est souvent l'occasion de mieux apprécier le temps après. Et la tâche effectuée, ça va vous décharger en termes de charge mentale et surtout, en plus, ça va décharger toute la famille en termes de charge mentale. C'est plus une boucle ouverte, en fait. Ça va vous permettre de vous sortir ça de la tête et quand vous aurez décidé de vous poser enfin sur votre canapé avec un bouquin ou autre, au bout de 2 pages, vous n'allez pas vous mettre à crier « Ah merde, j'ai oublié le linge ». Non, parce que ça sera déjà fait. Donc voilà, ça c'était un petit conseil aussi qui, moi, m'a aidé à ralentir. Et un conseil aussi qui était dans l'interview avec Florine Vine, que je trouve très bien, c'est écoutez votre énergie. Il y a des fois, on a de l'énergie pour réaliser plein de choses, et puis il y a des moments dans la journée, on va avoir moins d'énergie, on va faire moins de choses. Écoutez-vous parce que c'est la bonne chose à faire en fait. À partir du moment où vous avez plein d'énergie, n'hésitez pas à faire les choses. Si vous en avez moins et que vous voulez ralentir, ralentissez. Voilà, sinon j'ai écrit un petit truc aussi pour la génération des certificats en JKS pour Talent Runtime. Donc là, c'est un peu plus précis, un peu plus autour de la data. En fait, à partir d'un certificat PEM, on va générer des certificats qui vont nous permettre de rajouter des sécurisations SSL sur des serveurs Talent Runtime. Donc si ça a des choses qui vous intéressent aussi, voilà, ça fait un peu pense-bête aussi pour moi. Pas oublier les différentes lignes de commande et les différentes procédures que j'ai pu faire pour y arriver. Sinon, cette semaine, j'ai joué à Blueprints. Alors, j'ai testé Blueprints. C'est très sympa. C'est agréable à jouer. C'est très intéressant en termes de puzzle, de problématiques. Moi, j'aime bien. Par contre, je trouve que les contrôles sont très bizarres. En fait, alors peut-être que c'est dû au fait que je sois sous Linux, mais le contrôle du personnage est extrêmement flottant et de temps en temps, il avance un peu tout seul. Donc, je sais pas si c'est à cause du portage ou pas, mais en tout cas, c'est un peu étrange. Et sinon, je continuais à jouer un petit peu à Vampire Survivor parce que, en vrai, ça se joue tout seul et de temps en temps, c'est assez agréable juste de casser du monstre. Voilà, c'était tout pour cette semaine qui est courte, mais qui a un peu de contenu quand même. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Passez de bons week-ends de mai si vous avez l'occasion de prendre des ponts. Et puis, si vous n'en avez pas, j'espère que vous avez bientôt des vacances. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. Salut!